Bonjour à tous. Bienvenue à l'atelier Le calcul des BEL en prévoyance et santé, définition, méthode et hypothèse. C'est un atelier qui se déroule dans le cadre du GT Prévoyance. Alors, tout d'abord, je vous propose un petit zoom sur le plan. Donc, au départ, on va vous faire une petite introduction. Ensuite, on va énumérer quelques principales différences entre le provisionnement en normes comptables et en normes prudentielles. On fera par la suite quelques petites précisions sur le provisionnement en normes comptables et prudentielles. Et par la suite, Guillaume Biessy vous parlera de la construction de tables d'expérience. Jérôme Sander, quant à lui, il abordera des approches par méthode de cadencement. Et il fera par la suite un petit zoom sur quelques thématiques comme la frontière des contrats, la réassurance, les frais et le traitement des provisions d'égalisation. Dans le cadre des travaux du groupe de travail prévoyance, un sous-groupe de travail Guidelines BEL Prévoyance Santé a été créé en septembre 2023. Le but de ce sous-groupe de travail était de produire des guidelines sur les domaines de la santé et de la prévoyance dans un format similaire à celle qui avait été rédigée en 2016 sur les domaines de l'assurance vie et de l'assurance emprunteur. Le document, il comprend des notions sur la prévoyance et sur la santé. Il faut savoir que la santé, elle a été co-rédigée avec le groupe de travail santé. L'idée du document, c'est qu'il se veut accessible au plus grand nombre d'actuaires. Il explique de façon pratique les principales exigences à l'évaluation de la meilleure estimation des provisions pour les risques prévoyance et santé. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce document, il ne se substitue pas à la réglementation Solvabilité 2. Donc, le guideline, il présente la structure suivante. Il y a tout d'abord on présente d'abord dans une première partie donc le cadre général du BE prévoyance le cadre général de la prévoyance et de la santé, c'est-à-dire que dans cette partie, on rappelle qu'est-ce que c'est la prévoyance, qu'est-ce que c'est la santé. Ensuite, on présente dans un second temps les BE de sinistres et donc toutes les formules des provisions en normes prudentielles. Par la suite, dans une troisième partie, on aborde les constructions de tables d'expérience. Dans une quatrième partie, on présente une approche par méthode de cadencement et par la suite, on réalise un zoom sur quelques grandes thématiques comme les primes futures, les projections des frais, les revalorisations des rentes, les best estimates liées à la provision d'égalisation et la réassurance plus globalement. Actuellement, le document il est quasi finalisé. Il se doit encore d'être validé par la Commission Santé et Prévoyance. Et une fois sa validation, il sera mis en ligne sur le site de l'Institut des actuaires. La mise en ligne sur le site de l'Institut des actuaires, on pense qu'elle sera effective au début 2025, sauf imprévu. Alors, pour les principales différences entre les provisions techniques en normes prudentielles et en normes comptables, donc sur la thématique des taux utilisés, en normes comptables, on va avoir l'utilisation d'un taux d'actualisation, alors qu'en normes prudentielles, on va actualiser avec la courbe des taux sans risque de l'IOPA. On notera qu'il est possible d'appliquer une correction pour volatilité sur la courbe des taux IOPA, mais qu'on se doit quand même de vérifier quelques points avant de pouvoir appliquer cette courbe. Mais cette utilisation n'est pas soumise à l'approbation de la CPR. Enfin, par ailleurs, sur les tables utilisées, donc en normes comptables, on va être tout d'abord sur des tables réglementaires
Et si on ne veut pas avoir recours à des tables réglementaires, on peut avoir recours à des tables certifiées. Tandis qu'en normes prudentielles, on n'a pas forcément recours à des tables certifiées, mais nécessairement à des tables justifiées. Enfin, concernant le sujet de la revalorisation des rentes, en normes sociales, les rentes rentes sont revalorisées à leur niveau atteint et il n'y a pas de prise en compte des revalorisations futures. Tandis qu'en normes prudentielles, l'ensemble des rentes soumises à revalorisation, donc les rentes légales et contractuelles. On notera juste que la non prise en compte de la revalorisation future en normes comptables, elle se doit d'être effectuée dans le cas où on a recours à l'utilisation d'un indice externe, par exemple si on revalorise selon l'évolution du point Agirc-Arrco. Enfin, quelques petites précisions encore sur les normes comptables et prudentielles. Donc les engagements doivent être segmentés en catégories qu'on appelle groupes de risque homogènes, plus communément appelés sous le nom de GRH. Si un contrat il présente plusieurs garanties, il se doit d'être segmenté sous le risque de chacune de ces garanties. Et enfin, les LOB, ils doivent correspondre à minima au groupe de risque homogène. Plutôt, les groupes de risque homogènes doivent correspondre au minimum aux lignes d'activité. Un petit zoom sur le risque santé, donc son traitement en normes comptables et en normes prudentielles. Donc en santé, les best estimates, ils sont estimés à partir des PSAP comptables au 31/12 de l'année N. Et la méthode de calcul, ensuite, elle est la suivante. On projette les PSAP au 31/12N par année de survenance et par inventaire futur à partir d'une cadence de liquidation du coût des sinistres. Et on notera la spécificité en normes prudentielles qu'il faut actualiser les flux projetés à partir de la courbe des taux IOPA. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de la partie construction des tables d'expérience. Donc la construction des tables d'expérience est un petit peu différente sous solvabilité 2 que pour le provisionnement en normes comptables ou la tarification, puisqu'on n'a plus en fait cette notion de prudence qu'on doit avoir dans le provisionnement. Elle disparaît un petit peu sous solvabilité 2, puisqu'au contraire, le message, c'est vraiment d'obtenir les provisions les plus justes possibles, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se débarrasser de toute prudence dans la construction des tables, et on doit quand même choisir notamment des méthodes de construction de tables qui s'adaptent bien au volume des données disponibles, contrôler la qualité des données en entrée et donc utiliser des hypothèses qui ensuite sont suffisamment justifiées. Mais on n'a pas besoin de faire certifier notamment les tables d'expérience pour les utiliser. Et donc cette partie devient un petit peu plus importante, on va dire, qu'en provisionnement normes comptables, puisqu'on n'a plus les mêmes contraintes et on a une plus grande liberté. Alors, je vais d'abord vous parler rapidement des tables de mortalité d'expérience, puis ensuite aborder le sujet des tables d'expérience pour le provisionnement des garanties arrêt de travail. Alors, pour ce qui concerne le provisionnement associé au risque mortalité, en fait, les seuls produits qui sont concernés en prévoyance, ça va être les rentes éducation et les rentes de conjoint. Et comme ce sont des rentes, en fait, les tables réglementaires qui sont applicables en normes comptables, ce sont les tables prospectives TGH et TGF 05. Et en fait, ce sont bien les tables prospectives qu'on aura envie d'utiliser pour tarifer pour provisionner ce genre de produits, parce qu'il s'agit de produits qui s'étalent en fait où les paiements s'étalent sur plusieurs années, et il est très important en fait de prendre en compte l'évolution future de la mortalité. Alors maintenant, les tables TGH, TGF 05, donc comme leur nom l'indique, elles ont été construites sur la base de données allant jusqu'à 2005, et en fait, c'est des tables qui sont très prudentes, puisque le but, c'était justement d'avoir des tables suffisamment prudentes pour le provisionnement comptable, et en général, elles seront aussi prudentes si on les utilise directement pour provisionner. En plus, 2005, c'était
une année, enfin c'était au terme d'une période où la France avait connu des améliorations de mortalité assez importantes. Donc on a fait l'hypothèse qu'elles allaient se prolonger dans le futur. Mais force est de constater que depuis 2015, en fait, en France comme dans beaucoup de pays d'Europe ou aux États-Unis, les améliorations de mortalité ont pas mal ralenti. Et depuis 2020, ben, c'est encore pire, on va dire, puisqu'en 2020, 2021, 2022, il n'y a quasiment pas eu d'amélioration de mortalité en France. Donc ça va peut-être repartir, mais évidemment les tables réglementaires n'ont pas n'ont pas pu anticiper ces ralentissements, et donc aujourd'hui elles sont encore plus prudentes qu'elles l'étaient lors de leur construction. Et donc c'est pour ça que c'est très important de regarder comment les portefeuilles d'assurance vont se situer par rapport à ces tables réglementaires. Donc, pour construire une table d'expérience, on peut utiliser pas mal d'approches, mais qui peuvent être regroupées en 3 grandes familles. Le premier type d'approche, en fait, c'est une approche en temps discret qui va s'intéresser à la probabilité de survenance annuelle du décès et se baser sur le nombre de décès observés et l'effectif présent en début d'année. Et en fait, en termes statistiques, ça nous donne un estimateur qui est un estimateur de type binomial. Et c'est pas mal utilisé pour construire notamment des tables prospectives de mortalité. Une deuxième type d'approche, c'est des modèles qui sont appliqués directement à des données individuelles dans un cadre d'estimation en temps continu. C'est le cas par exemple du modèle de Kaplan-Meier. C'est le cas également du modèle de Cox qui généralise le modèle de Kaplan-Meier en permettant de prendre en compte l'effet de variables explicatives supplémentaires. Et enfin, c'est le cas d'une approche un peu plus récente qui est les forêts de survie aléatoires qui s'appliquent également sur des données individuelles dans un cadre d'estimation en temps continu. Donc ces modèles sont surtout utilisés pour la construction des tables en arrêt de travail. Pour les tables de mortalité, comme on a beaucoup de données et que c'est des approches qui vraiment travaillent tête par tête, c'est assez rare que ça soit utilisé, mais donc ça sert beaucoup en arrêt de travail. Et enfin, un troisième type d'approche part en fait des données individuelles, comme la seconde approche, mais réalise une hypothèse sur le comportement de la mortalité au cours de l'année. Et en fait, on se ramène à un problème discrétisé qui est très similaire à la première approche, dans lequel en fait, on n'utilise pas l'effectif en début d'année, mais plutôt la durée effective de présence des individus en cours d'année. Et ça, en fait, c'est équivalent à utiliser un modèle linéaire généralisé de type Poisson. Et donc la première et la troisième approche sont vraiment très employées, notamment par les démographes, pour construire les tables de mortalité prospective. Alors, un avantage avec la troisième approche qui a été présentée et pourquoi elle peut être utile en fait pour construire des tables d'expérience quand on a un portefeuille d'assurance. Donc déjà, il faut savoir que les tables prospectives, en général, elles sont construites à l'échelle d'une population et pas d'un portefeuille d'assurance parce qu'il faut disposer de beaucoup de données. Il faut disposer d'un historique vraiment avec plusieurs dizaines d'années d'observation. Et même, par exemple, la table réglementaire TGH-TGF n'a pas été construite directement sur la base d'une population d'assurés, mais en fait, elle a été construite par positionnement par rapport à une table de l'INSEE. Et donc, si on veut ajuster une table d'expérience, une table prospective, il faudra en général se baser sur une table de référence, donc soit la table réglementaire TGH-TGF, soit même une des tables de l'INSEE. Et on peut utiliser ce cadre de modélisation de la troisième approche, ce qui présente pas mal d'avantages. Et en fait, cette approche consiste à utiliser, non pas à calibrer une loi de mortalité en fait de néant, mais plutôt à calibrer un coefficient de passage qui va permettre de passer de la table de référence à la table d'expérience. Et donc ce coefficient de passage, il peut être arbitrairement complexe, ça peut être simplement un coefficient d'ajustement unique, un coefficient multiplicatif, ou alors on peut avoir des choses plus compliquées qui dépendent de l'âge ou de manière linéaire ou non linéaire. Alors maintenant, je vais passer à la partie arrêt de travail. Donc pour l'arrêt de travail, on n'a pas, on va dire, une table de référence qui est utilisée, mais on en a plutôt deux, puisqu'on a une table réglementaire en fait, qui est la table du BCAC de 2010, qui donc a été homologuée en 2010, mais qui est basée sur des données plus anciennes, puisqu'en fait, cette table, elle reprend en fait la table du BCAC de 1993, la seule différence étant qu'elle va prolonger de 2 ans cette table, un prolongement qui a été fait suite à l'allongement de la durée de travail, la durée de cotisation. Et donc cette table est assez ancienne, puisque du coup les données qu'elle a utilisées ont aujourd'hui plus de 30 ans.
Et en 2013, le BCAC a partagé une autre table, en fait, qui est construite donc sur des données plus récentes, qui n'a pas été homologuée à ce jour, mais que pas mal d'organismes d'assurance vont utiliser pour le calcul de leur engagement comptable en les faisant certifier, puisque ce n'est pas une table réglementaire. Et donc du coup, quand on est sous solvabilité 2, on n'a pas besoin de faire certifier la table, donc cette table en fait devient plus intéressante. Mais par contre, pour un organisme d'assurance qui va utiliser la table de 2010 pour son provisionnement comptable et la table de 2013 pour le provisionnement prudentiel, c'est important de connaître un petit peu les différences entre les deux tables, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter par la suite. Alors, on va d'abord s'intéresser à la loi de maintien en incapacité. Donc, j'ai représenté graphiquement, les chiffres ne sont pas lisibles et c'est volontaire, les taux de sortie associés aux deux tables, en fait, donc en haut la table de 2010 et en bas la table de 2013. Et on peut faire plusieurs constatations, simplement sur la base du code couleur, c'est que la table de 2013 est plus régulière en fait que celle de 2010. Et on peut également constater que aux anciennetés en incapacité faible, l'ancienneté en incapacité en abscisse sur ces tables, les taux de maintien sont plus importants, les taux de sortie sont plus importants dans la table de 2010 que dans celle de 2013. Mais quand on regarde les anciennetés élevées, ce phénomène s'inverse. Et donc, ça veut dire que si on a un produit, si on a des anciennetés en incapacité qui sont faibles, la table de 2013 va être plus prudente que la table de 2010 pour le provisionnement. Et par contre, si on regarde des arrêts de travail qui ont déjà 30 jours, 60 jours, 90 jours d'ancienneté, là, c'est la table de 2010 qui va être plus prudente et la table de 2013 sera moins conservatrice. On passe maintenant à la loi de maintien en invalidité. Donc, là, pareil, la loi de maintien en invalidité, on peut voir qu'elle est plus régulière en fait sur les tables de 2013 que sur les tables de 2010. Et par contre, au niveau en fait des provisions qui vont être calculées, ça ne fait pas beaucoup de différence quelle table on va utiliser, parce que pour les deux tables, en fait, les taux de sortie d'invalidité sont extrêmement faibles. Et même si on n'utilisait pas de table du tout et qu'on faisait l'hypothèse que les assurés ne sortent pas d'invalidité, on obtiendrait quand même des provisions qui sont assez comparables, parce que les chances de sortie d'invalidité sont extrêmement faibles sur ces tables, en fait. Et enfin, la troisième table, c'est la table de passage en invalidité. Donc là encore, on constate que la table de 2013 est plus régulière que la table de 2010, et que les taux de sortie les taux de passage en invalidité sont plus élevés, mais assez paradoxalement, ça ne rend pas la probabilité de passer en fait en invalidité au cours de l'arrêt de travail plus forte pour la table de 2013, puisque en fait les probabilités de maintien, comme on a vu, sont plus faibles, notamment aux anciennetés élevées, et en fait ce phénomène va plus que compenser le fait qu'on ait des taux de sortie plus forts pour la table de 2013. Donc pour résumer, la table de 2013 donne des probabilités de passage en invalidité qui sont nettement plus faibles que celles de 2010, et notamment aux âges élevés. Et donc si on fait maintenant le bilan de ces constatations, on va dire que pour des contrats qui ont une franchise de 30 jours ou plus, les tables de 2013 seront en général moins prudentes que les tables de 2010. Si on veut ajuster des modèles relationnels pour construire une table qui s'appuierait sur une de ces tables, celle de 2010 ou celle de 2013, c'est évidemment possible de le faire de manière assez similaire à une table de mortalité, et on peut en fait calibrer des coefficients de passage qui permettent de passer de la table réglementaire à la table d'expérience. Alors, une chose à savoir par contre, c'est que si on utilise comme référence la table de 2010, et qu'on fait un coefficient de passage qui a une forme régulière, comme la table de 2010 est irrégulière, on va se retrouver avec des probabilités de maintien et de passage en invalidité qui vont être aussi irrégulières comme la table d'origine. Donc si on utilise une approche de positionnement, un modèle relationnel, il est plutôt recommandé d'utiliser la table de 2013, puisque comme ça, on aura des probabilités qui seront régulières en sortie. On peut noter aussi que bien que les tables réglementaires, enfin la table réglementaire et la table de 2013 n'intègrent pas d'effet du sexe, de la franchise, de la catégorie socio-professionnelle ou du type de produit, individuel, collectif ou travailleur non salarié, on peut évidemment
calibrer en fait des effets de ces variables explicatives, hein, puisque le but dans Solvabilité 2, c'est d'avoir quelque chose qui est le plus proche du risque possible. Donc si on peut justifier que l'effet de ces variables explicatives est significatif, ben, il est encouragé en fait de les intégrer dans le modèle pour avoir quelque chose qui se rapproche encore plus des données. Voilà, maintenant je vais passer la parole à Jérôme qui va vous présenter une approche alternative à la construction des tables d'expérience qui peut être utilisée pour le provisionnement en arrêt de travail sous S2. Oui, effectivement, quand on regarde aujourd'hui les pratiques de place et les complexités qu'on peut avoir sur les ajustements de table qui nécessitent beaucoup de données, on se rend compte en fait il y a trois grands problèmes. Le premier, c'est l'adéquation des tables et Guillaume a essayé de traiter le sujet. Mais il y a un point primordial que beaucoup d'acteurs oublient, c'est qu'au 31-12, quand on fait un calcul de provision un cap, on ne connaît pas les arrêts de travail. On ne les connaît pas, on a des règles d'extraction qui sont arbitraires. On va dire, bah, prends-moi tous les sinistres qui ont eu un paiement durant les trois derniers mois, mais là-dedans, on sait très bien qu'il y a des sinistres qui sont déjà terminés et on ne le sait pas, ou qu'il y a d'autres sinistres qui sont survenus, on ne les a pas aussi. Donc il y a un vrai problème de connaissance des sinistres. Il faut trouver une solution pour contourner ce point-là. Le dernier ou le troisième problème, c'est également le fait que avoir des lois ajustées, c'est très bien, mais ça n'exonère pas à côté. Les lois ajustées vont s'appliquer sur les sinistres connus. Ça n'exonère donc pas d'avoir à côté une méthode pour évaluer les sinistres tardifs, qui vont là encore nécessiter d'autres techniques actuarielles. L'approche qu'on propose ici par le cadencement, en fait, ça permet de répondre à ces trois problématiques de manière assez simple, via des méthodes que vous connaissez, je pense, à peu près tous, des méthodes liées au tableau de cadencement. On va plutôt faire ici un focus sur l'arrêt de travail, puisque de manière générale, dans le monde de la prévoyance, tout ce qui est décès en prévoyance, tout ce qui est santé en prévoyance, tout le monde fait à peu près la même chose, hein. Du tableau de cadencement très classique, ça marche très bien pour le décès, qui a un risque extrêmement court, ça marche également extrêmement bien, voire même mieux pour la santé, puisqu'il y a en plus des volumes très importants. Donc sur ces deux risques, on n'a pas de commentaire à faire, hein. Les provisionnements S1 et S2 se font de manière exactement identique. On peut toujours affiner par l'actualisation des flux, mais compte tenu du caractère extrêmement court terme, ça va changer la troisième décimale de la provision, donc c'est pas forcément très sensible. Donc pour illustrer la méthode, on va dérouler les trois risques, hein, l'incap, l'inval, les rentes en attente. Qu'est-ce qu'on va faire sur l'incapacité? L'incapacité, je rappelle que, en tout cas sur le droit commun des salariés, c'est un risque très court. Ça l'est également un tout petit peu plus long pour la fonction publique, mais ça reste un risque court sur 3 ans. Évidemment, on a toujours des statistiques qui débordent sur la 4e, sur la 5e année en raison de problèmes de gestion. Mais on peut facilement construire un tableau de cadencement avec l'année de survenance du sinistre en ligne et l'année de paiement en colonne. Ça vous donne un tableau qui est extrêmement stable, c'est-à-dire les coefficients de passage sont extrêmement réguliers, sauf éventuellement des changements de système de gestion que j'ai pu constater dans mon expérience, mais c'est des choses extrêmement stables, extrêmement faciles à construire, parce que là c'est une interrogation directe de vos systèmes de gestion. Donc on peut produire ce genre d'études en quelques heures très facilement, et le résultat qu'on obtient est un réel best estimate des provisions. Vous êtes complètement exonéré de la loi de maintien, c'est que du cadencement, c'est du chain ladder ou autre technique. Vous n'avez aucun problème de connaissance de sinistres tardifs, puisqu'on est sur un tableau de cadencement, que les sinistres arrivent tout de suite dans un an ou dans 2 ans, ils sont bien reflétés dans le tableau, et vous allez donc estimer l'ensemble des risques au final. Le seul peut-être ajustement qu'on fait par rapport à la norme S1, il faut bien penser à actualiser les flux, ce qu'on ne fait pas dans S1, ce qu'il faut faire dans S2, avec la courbe de taux. Et en même temps, dernier avantage, c'est que vous embarquez nativement la projection des sinistres tardifs dans cette méthode. Donc c'est une méthode rapide, efficace, propre. Je rajoute un dernier point, c'est que si vous utilisez ou si vous avez des outils de type Bootstrap, vous déterminez directement également ce qu'on appelle le BGS en solvabilité 2, le besoin global de solvabilité. Vous prenez le quantile à 995 et vous avez directement votre besoin de solvabilité. Ce qui n'est pas aussi simple lorsqu'on a des approches par ajustement de loi. Donc simplicité, robustesse en tout cas pour l'incapacité.
Pour l'invalidité, le problème n'est pas le même puisqu'on est sur des risques qui sont beaucoup plus longs. Et à part un client que j'ai pu... Alors, j'ai travaillé longtemps dans le commissariat aux comptes. À part pour un client qui avait plus de 30 ans en ligne, c'est très compliqué de faire du cadencement sur l'invalidité. Donc là, ce qui est proposé dans les guidelines, c'est une méthode d'ajustement complémentaire à celle que proposait Guillaume, qui en fait est d'essayer d'ajuster effectivement cette loi de maintien de manière assez simple. L'idée, c'est de sortir un historique des prestations, donc ce qu'on appelle une table de flux, hein, c'est-à-dire que vous avez une ligne par flux payé, et chaque flux, vous savez à quel dossier il se rattache, la période qui couvre, c'est-à-dire la date de début et la date de fin du flux, et éventuellement la date de paiement de ce flux. Et l'idée est assez simple, c'est qu'une fois que vous avez récupéré tous ces flux, vous allez faire un regroupement pour identifier combien de contrats sont concernés par cette période d'observation. Et pour chacun de ces contrats, vous connaissez donc l'âge de la personne au moment d'entrer dans le sinistre, la durée atteinte au début de la période d'observation, et vous allez calculer un coefficient d'invalidité à taux zéro, ce qui va refléter en fait les prestations théoriques attendues du risque. Et à côté de ça, comme vous avez travaillé sur une table de flux, vous avez la réalité des flux payés. Et vous allez simplement rapprocher ces flux théoriques attendus avec les flux réels pour obtenir un écart qui va simplement correspondre au coefficient d'ajustement de votre provision technique pour passer d'un risque de table à une vision best estimate de vos risques. Donc j'avais préparé un exemple sur cet ordinateur, mais malheureusement on est obligé de présenter sur l'ordinateur de l'IA pour des raisons de diffusion publique. Donc là encore, j'ai récupéré un dossier d'un de mes clients hier, j'ai fait ça en 1 heure, c'est très rapide comme approche et ça vous donne un résultat assez opérationnel pour faire ça sur l'invalidité. La dernière branche sur la prévoyance, c'est arrêt de travail, c'est les rentes en attente. Là aussi, on peut se poser la question de la difficulté de la longueur du risque. L'idée, elle est toute simple, l'idée proposée, elle est toute simple, c'est de travailler sur le nombre de passages. Parce que le nombre de passages d'un campement naval, là encore, on se ramène à un risque très court, en principe 3 ans. Évidemment, les tableaux vont toujours un petit peu plus loin, à 4-5 ans, mais ça reste un risque extrêmement court. Et donc, comme on travaille sur un risque court, un tableau de cadencement, vous allez être capable de prédire, par des méthodes classiques, le nombre de sinistres ultimes qu'on aura en invalidité. Combien il y aura d'invalidité au total attendu. Et donc ça embarque là encore nativement tous les sinistres tardifs, évidemment en mettant en place ce genre d'approche. Les limites opérationnelles qu'on a pu avoir à ça, c'est le fait qu'en année 0, enfin colonne 0, vous avez très peu de passages d'un campement naval. Ça se produit beaucoup plus en année 2 et surtout en année 3. Et donc il faut juste avoir une attention un petit peu attentive, particulière, sur le coefficient de passage de la colonne 0 à la colonne 1. Là, c'est l'expertise de l'actuaire, votre œil externe qui va dire écoutez, je vais l'ajuster à telle valeur, parce que si on n'a pas une masse suffisante d'informations, ce coefficient ne va pas forcément être très pertinent. Donc c'est le seul point d'attention qui va vous permettre d'estimer de manière assez fiable le nombre de sinistres tardifs. Et là encore, par du bootstrap, avoir un BGS au quantile que vous souhaitez. On a le nombre de sinistres, on va le multiplier par un coût moyen, tout simplement, d'un sinistre en invalidité. Donc ça, c'est de la donnée interne que vous allez pouvoir récupérer. Par expérience, et ça m'avait un petit peu troublé quand on travaillait sur ce genre d'approche, c'est que le coût moyen était assez volatile d'une année à l'autre, sans qu'on comprenne trop pourquoi. Donc on vous propose ici une méthode qui permet un petit peu d'atténuer cette volatilité. L'idée est assez simple, c'est vous allez construire, de par vos statistiques internes, la distribution par âge à l'entrée en invalidité. Donc c'est assez simple, vous avez 1000 invalides, vous comptez combien sont rentrés à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans en invalidité. Donc généralement ça vous donne un truc qui est croissant, on rentre beaucoup plus en invalidité sur des âges élevés. Vous ventilez le nombre de tardifs estimés selon cette distribution, donc ça vous donne un nombre d'invalides à chacun des âges, qu'on va là multiplier par le coefficient d'invalidité, et un coût moyen qu'on aura estimé pour chacun des âges. Donc ça c'est une approche qui permet beaucoup réduire la volatilité qu'on a sur les coûts moyens d'un nouveau sinistre d'invalidité. Donc par rapport à Guillaume, ce qu'on a essayé de vous présenter là, c'est des méthodes très empiriques, plutôt simples à mettre en place. À vous de faire le choix en fonction de la qualité, de la quantité de vos données par rapport à ce que vous allez pouvoir produire
pour faire du solvabilité 2. Pour finir, il me reste 0 minute, si j'ai bien compté dans les 30 minutes qu'on nous a accordées. Rapidement, donc, sur les frontières de contrat, le point principal à noter, c'est que sur les contrats de prévoyance classiques, donc je parle surtout institutions de prévoyance mutuelle, on est sur un cadre qui est très formel et très répandu, c'est-à-dire c'est des contrats qui commencent au 1er janvier, c'est des contrats qui se 31-12, donc on n'a pas en principe de provision pour prime non acquis sur ces contrats-là. Le seul point sur lequel il faut effectivement porter une attention, c'est qu'en principe, la plupart des contrats sont renouvelés avant le 31-12, tacitement par tacite reconduction. Ce qui fait que vous êtes embarqué pour une année de production supplémentaire qu'il va falloir intégrer dans vos calculs de best estimate. Donc à la fois en prime et bien évidemment en provision technique. Autre point très sensible et très compliqué à identifier, notamment en raison de déficience d'un système d'information, c'est les contrats pour lesquels vous avez donné une garantie de maintien de tarif. Cela, généralement, on l'a signé sur les conditions du contrat, mais ce n'est pas forcément renseigné dans les systèmes d'information. Mais pensez bien à identifier ces contrats-là et prolonger la frontière de ces contrats jusqu'à la date à laquelle vous avez promis le maintien du tarif. Les grands principes de la réassurance sont les mêmes qu'on a en droit social, en comptes sociaux. Il faut bien évidemment distinguer le travail brut de réassurance et la part des réassureurs dans les provisions techniques. On fait ces deux calculs de manière séparée. Ce qui change par rapport à comptes sociaux, j'ai toujours l'habitude de dire S1, mais j'ai dit à tous mes camarades, attention, ce n'est pas le bon vocabulaire, donc restons bien sur la logique de comptes sociaux. C'est que dans S2, toute provision, c'est une actualisation de flux futurs. Donc même en réassurance, il va falloir avoir cette logique de projection des flux et d'actualisation de ces flux futurs qu'on ne fait pas du tout en S1. Donc ça peut être plutôt complexe, notamment si vous avez traité de réassurance non proportionnelle. Et puis surtout la segmentation qu'on vous impose par GRH, par réassureur, et surtout par année de survenance, puisque les traités changent assez fréquemment de nature et de niveau de couverture d'une année à l'autre. Donc ça exige des calculs et des systèmes d'information qui soient assez robustes. Un dernier point, n'oubliez pas l'ajustement de probabilité de défaut des rassureurs. Alors ça, c'est un point qui m'a beaucoup amusé, parce que quand on le met en place, on se rend compte que c'est des jours de travail pour quelques centaines ou milliers d'euros au final sur le provision, c'est-à-dire que c'est un impact extrêmement négligeable, mais la CPR est assez regardante sur le point. Un petit mot, mais Ruth en a déjà parlé, sur la revalorisation des rentes. Donc en S1, je rappelle le principe, où vous avez une rente arrêtée à un niveau 100, elle est provisionnée au niveau 100 sans revalorisation des rentes futures, à l'exception de toutes vos rentes qui seraient éventuellement indexées sur un indice externe, plafond de la sécurité sociale, point ARCO, AGIRC, etc. Donc ces rentes-là, même dans S1, il faut les revaloriser dans les comptes sociaux. Évidemment, on le fait également dans S2, mais c'est important de bien avoir ce point-là à l'esprit dans les comptes sociaux. Je rappelle également que beaucoup d'acteurs de la place ont ce type d'engagement externe également sur les rentes éducation, les rentes de conjoint, ce qui est en principe non conforme à la réglementation, puisqu'en assurance vie, vous ne pouvez souscrire que des engagements déterminés. Avoir un indice externe revient à avoir des engagements indéterminés, c'est donc contraire à la réglementation. Et la CPA le relève également dans ses différents travaux. Alors bien évidemment, les rentes qui intègrent une revalorisation, ça donne des montants beaucoup plus forts, mais rappelez-vous, pour ceux qui font S2, c'est que vous avez un effet dans les ajustements, un deuxième effet qui est l'ajustement sur les provisions techniques, capacité d'absorption des pertes par les provisions techniques, qui vient compenser globalement toutes les revalorisations futures. Ça rentre dans l'absorption des provisions techniques, capacité d'absorption par les provisions techniques. Les frais, en deux mots, scinder les frais qui sont récurrents des frais exceptionnels. Les frais exceptionnels, il n'y a pas à les projeter. Les frais exceptionnels, c'est des frais d'investissement, de renouvellement système d'information ou autres, frais de marketing. On va simplement distinguer les frais tels qu'on le fait aujourd'hui dans S1, c'est-à-dire distinguer les frais de gestion, les frais d'acquisition, les frais d'administration, les frais de placement, et déterminer des ratios tout simplement historiques au regard de vos données comptables.
Un dernier petit mot sur la provision d'égalisation. Donc je rappelle qu'en droit français, les provisions d'égalisation sont possibles. Alors, je ne parle pas de l'assurance non-vie pure, hein, dommage au bien, mais en prévoyance, vous pouvez faire de la provision d'égalisation sur tout ce qui est assurance décès et uniquement opération de groupe, hein, donc ce n'est pas l'individuel. Et en assurance non-vie, pour ce qui concerne la prévoyance, seules les opérations contre les risques de dommages corporels, c'est-à-dire l'arrêt de travail, peuvent donner naissance à une provision d'égalisation. Alors quand je dis ça, j'insiste bien sur le fait que vous pouvez créer toutes les provisions que vous voulez, hein, c'est pas ça le sujet, c'est que le concept de déductibilité fiscale ne sera admis que sur ces provisions-là, et en plus dans les limites imposées par la réglementation fiscale. Je vous invite à revoir l'article du Code général des impôts ou le BOFIP qui traite de cette provision d'égalisation. Qu'est-ce qu'on en fait dans S2 de cette provision? Donc, il faut peut-être juste se mettre à l'esprit que cette provision, en droit français, sert à lisser les résultats dans le temps, mais avec une obligation de reprise dans les 10 ans. C'est-à-dire que si dans les 10 ans, une dotation n'avait pas été consommée, il faudra la réintégrer dans le résultat de l'entreprise. Quand je dis résultat de l'entreprise, ça veut dire que c'est plutôt dans les fonds propres, ça appartient à l'assureur. On a pu voir certains acteurs qui modélisaient les flux futurs dans la partie sinistralité. Je n'ai aucun souci avec ça. Donc c'est à vous de faire votre politique sur la manière d'utiliser la provision d'égalisation. Voilà, je n'ai pas beaucoup débordé, mais on a quelques minutes pour répondre à vos questions. Et peut-être précision, on souhaiterait remercier tous les membres du groupe de travail qui ont contribué à ces guidelines ici. Bien, écoutez, il nous reste à vous remercier de votre participation et puis bonne continuation pour la fin de la suite de la journée. Merci.